Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bonjour à toutes et à tous. Elles fourmillent de commerce, de projets scientifiques et constituent des moteurs de croissance économique. Elles, ce sont les villes. En ce 31 octobre, on s'intéresse à l'importance des communautés locales qui sont au cœur de la construction des villes durables. Et pour assurer le développement des communes, la mobilisation des ressources propres est indispensable. Chaque acteur est donc impliqué. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation de ces ressources? On en parle. Et puis le sel de table, sel alimentaire ou encore sel de cuisine qui se présente sous différentes formes est indispensable pour la santé. Aujourd'hui, ce nutriment peut être produit de façon écologique, surtout à base du soleil. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. D'ici 2050, près de 7 personnes sur 10 dans le monde vivront dans des villes. Les villes qui sont devenues aujourd'hui le point de confluence où les facteurs économiques, sociaux, culturels et environnementaux convergent et interagissent. Ce 31 octobre, journée mondiale des villes, on souligne l'importance des communautés locales qui sont au cœur de la construction des villes durables avec pour thème valoriser nos communautés et nos villes. Patrick Adjagodjou pour plus de détails. L'Afrique est le continent qui connaît le processus d'urbanisation le plus élevé au monde depuis les années 90. La population urbaine du continent double tous les 20 ans et les villes africaines devraient accueillir d'ici à 2050 1 milliard de nouveaux citadins. Au Bénin, la population urbaine a considérablement augmenté en 60 ans. En 1960, nous étions 10% d'urbains au Bénin. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes 50%. Ça veut dire que la population urbaine du Bénin a été multipliée par 5 en 60 ans. Une ruée des populations rurales vers les zones urbaines qui n'a pas suivi le niveau de la croissance économique et des investissements productifs. Conséquence, des villes naissent sans aucune planification préalable. 90% de l'économie urbaine en Afrique au sud du Sahara est informelle. 50 à 70% de l'habitat urbain est informel, précaire. Le fait est là que ce ne sont pas des villes de valeur ajoutée. Or, normalement, c'est quoi une ville? Une ville, c'est un lieu où, dans un territoire donné, on se retrouve pour mutualiser les moyens de développement, de transformation, de valeur ajoutée de ce que l'on produit. C'est en cours, il faut que nous y parvenions et que cela soit accompagné du type de service qui fait l'urbanité d'aujourd'hui. Les villes de demain doivent être construites aujourd'hui afin de contribuer au développement en tant que moteur de la croissance économique. Mieux, elles doivent devenir des lieux d'interaction, de créativité et centres de services d'innovation. Et pour rendre pérennes nos villes, il faut qu'elles bénéficient de projets d'investissement en milieu urbain en y intégrant leur potentialité territoriale. J'ai fait un tour à Ouida, j'ai vu un certain nombre d'investissements qui sont destinés à tirer avantage du potentiel touristique de la ville. Donc, c'est un investissement public en milieu urbain qui valorise la ville, mais qui s'appuie sur l'avantage compétitif potentiel de la ville. Et quand cela sera en place, on va voir que non seulement ça va créer de l'emploi, mais ça va créer un emploi qui va être aussi un emploi durable. Pour des villes durables en Afrique, les dirigeants doivent obligatoirement intégrer les infrastructures de développement socio-économique existantes. Selon l'expert en urbanisme, nos villes peuvent être résilientes, mais il faudra planifier autrement les politiques d'urbanisation. La résilience appelle une autre façon de planifier, une autre façon d'investir, une autre façon de gouverner. Et c'est ça qui fait que nos villes aujourd'hui ont du potentiel parce qu'elles peuvent devenir des villes de transformation. Et quand elles vont le devenir en tirant les économies de leurs territoires respectifs. Et quand les territoires émergent, les nations émergent. Pour l'émergence des pays africains, les villes de demain doivent être pensées et planifiées dès maintenant afin de permettre au continent d'offrir aux générations futures des infrastructures vitales, moteurs de la transformation durable des territoires africains.
Et pour des villes durables, les élus locaux et les collectivités territoriales doivent jouer un rôle accru dans la mobilisation des ressources. Mais depuis plus d'une décennie que le Bénin est engagé dans le processus de décentralisation, le constat révèle que les capacités financières des communes restent faibles. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? Patrick Adjagodou revient pour mieux nous édifier. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois. Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui malheureusement ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sous, ce n'est pas gardé au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur taux de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Genotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de taxes, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources. Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. À présent, on fait un tour d'horizon de quelques faits marquants de l'actualité de ces dernières 48 heures. C'est avec Amandine Agnambossou. Lutte contre le coronavirus, la ville de Cotonou accueille un e-colloque sur la population et le développement. C'est le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, qui a lancé les travaux ce 27 octobre. Cette rencontre tire son essence de la crise sanitaire et socio-économique liée au Covid-19. Durant 3 jours, des acteurs du monde universitaire, des décideurs politiques et des partenaires financiers du Bénin vont mener des échanges de haut
niveau pour élaborer une feuille de route sur les choix de politique et de stratégie résiliente au choc sanitaire. Ceci va servir pour une riposte adéquate à cette pandémie. La première édition de ce colloque se déroule aussi bien en présentiel qu'en ligne afin de respecter les mesures d'hygiène préconisées contre cette crise sanitaire. Le gouvernement béninois s'est vu délivrer par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle le certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée ananas pain de sucre du plateau d'Alada. C'est le couronnement d'un long processus qui impose des sacrifices. Selon les autorités, cette distinction, loin d'être un honneur, constitue un moyen de pression pour positionner l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada sur les marchés régionaux et internationaux. Le Bénin est le plus grand producteur mondial d'ananas pain de sucre, variété sucrée, douce et de couleurs distinctes. Le projet de construction de logements sociaux à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi avance à grands pas. Une mission de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, était sur le site et a pu se convaincre des innovations et commodités prévues. Le partenariat envisagé par la banque devrait se concrétiser très vite au regard de la satisfaction affichée par la mission. L'appui de la BADEA sur ce projet est donc attendu, surtout pour les travaux de viabilisation secondaire et tertiaire et l'érection de 1000 logements collectifs à construire sur l'îlot numéro 6. On fait à présent un tour à la cuisine pour parler du sel, un nutriment qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture. Et pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle, une nouvelle méthode plus écologique de fabrication est toute trouvée. Elle consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Plus de détails dans cette interview. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, et utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Et c'est tout pour ce 12h45. Je vous remercie d'avoir suivi. Émission que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB 3, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.